Madame, Monsieur, bonsoir. Vous êtes bienvenue sur 236 Stories, votre émission hebdomadaire qui vous renseigne au sujet des faits de société, des faits politiques, sur l'actualité des faits divers, sur l'actualité aussi de tout ce qui se déroule dans les réseaux sociaux, sur la politique, sur la culture et sur l'économie. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la société, à l'actualité, aux faits divers. En parlant de société, nous allons parler d'élévation sociale au Cameroun. Alors, est-ce que l'élévation sociale au Cameroun est une affaire de réseau ou de compétences? C'est sur cette question qu'on va s'appesantir d'entrée de jeu dans ce podcast. En actualité, on va parler aujourd'hui, on va s'intéresser à l'entreprise Vision 4 qui a vu pendant toute cette semaine, Raoul Christophe Ndiaye, journaliste reporter à Vision 4, être limogé. La nouvelle a fait le tour de la toile et l'équipe de 237 Stories va analyser cette affaire. Une affaire aussi qui intéressera aussi notre public, celle de Bruno Bidjank, le directeur de l'émission, le directeur de l'entreprise, de la chaîne de télévision Vision 4, euh, je dirais, dans la journée d'hier, écroué à la prison de Kondengui, le présentateur de l'émission Club d'élite. Par ailleurs, directeur, comme je le disais, de la chaîne de télévision Vision 4, a rejoint son patron hier soir. Nous allons nous intéresser à cela. On va aussi s'intéresser à Eneo qui réclame 18 milliards de francs CFA à l'État du Cameroun. On se posera bien la question de savoir est-ce que c'est la raison des multiples délestages dans les différentes villes du Cameroun. Et si le temps ne nous tient par la gorge, si le temps nous le permet, on parlera de divers. Il s'agit de cette dame qui, en couple avec son conjoint, a eu à avoir un fils et l'a abandonné à l'âge de 6 mois. Lorsque l'enfant a eu l'âge de 13 ans, le géniteur de l'enfant a réclamé la présence de la mère pour continuer à élever l'enfant et tout, avoir au moins son fils qui réclamait sa maman. Au grand désarroi de la famille et de tout le monde, la femme a refusé elle a demandé à ce que le monsieur l'épouse d'abord, la dot, puis l'épouse pour qu'elle réintègre la maison du monsieur dans le foyer, ce que le monsieur a totalement refusé. Il a refusé. Il préfère que la mère vienne en tant que mère de l'enfant, mais pas comme épouse. On va essayer de parler de cela. C'est aussi ça de son 37 story, les faits divers. On n'est pas juste concentré dans les faits politiques, les faits économiques. Alors, pour débriefer tout cela, je suis accompagnée ce matin de Joe. C'est vrai que ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas reçu Joe sur ce panel. Il s'est libéré, il a eu le temps de nous rejoindre ce soir. Alors, Joe, bonsoir. Je serai accompagnée de Joe ce soir. C'est un peu comme une bonne année, une autre année qui s'ouvre aujourd'hui, un nouveau jour, une surprise. Joe, comment tu vas? Bonsoir à tous les copanélistes, bonsoir Cédric, bonsoir Olivier, bonsoir à tous nos chers auditeurs qui sont toujours fidèles et qui nous écoutent à chaque fois, même si moi, je leur fais souvent des infidélités. C'est pas dû à voilà, c'est dû à des raisons qui ne dépendent forcément pas de moi, c'est des aléas du temps, Oui. c'est des aléas de la vie. Mais voilà, Mhm. je suis toujours de tout cœur avec vous, même quand je rate des émissions. Je prends soin d'en écouter et de suivre Oui. l'actualité parce que voilà, ce podcast est devenu pour moi comme une drogue. Ça me permet Oui. d'avoir la température réelle du Cameroun à Oui. travers qui vivent réellement, à travers des gens qui ont un vrai ressenti, pas des gens qui sont Oui. déconnectés de la réalité. Merci à vous Oui. d'exister, merci pour votre contribution. Merci. Merci beaucoup pour ta présence. Merci beaucoup de nous suivre et d'accompagner l'initiative 237 Story à son comble, à sa béatitude. Hein. OK. Tout à l'heure, je disais tantôt que je serai accompagnée de Joe. Je n'ai pas cité les noms de tous les panélistes parce que tout le monde est unique en son genre. Et je pense que le panéliste qui nous a manqué la dernière fois ne vous a pas trop manqué, hein,
parce qu'aujourd'hui, il est là, il revient en force avec des idées encore très contradictoires. Il n'est pas très accepté, hein, ses idées ne sont pas très digérées par ses copanélistes. Ce n'est ni plus ni moins que Olivier ce matin, Olivier qui se sent très bien, je pense. Olivier, bonjour. Bonjour à toi, NBD. Bonjour à tous les co-panélistes. Bonsoir plutôt. Bonsoir à tous les co-panélistes. C'est vrai que le temps passe vite, on ne sait plus à quel temps on se trouve dans la journée. Mais salut à tout le monde. Salut à tous les auditeurs et auditrices de 247 Story. Euh, je suis avec vous aujourd'hui. Je vous ai manqué la dernière fois. J'espère qu'on croisera le verbe comme mon le copanéliste, c'est que qui le dit toujours chaque fois ici, TWK, on croisera le verbe et on pourra distiller encore comme on est la vraie info de notre pays et puis sans embâche. Mhm. Bonsoir. Merci. Merci d'être là. Merci d'avoir sacrifié de ton temps pour venir édifier, apporter quelque chose, un plus aux Camerounais qui sont suspendus à tes lèvres ce soir. Alors, je déroulerai toujours le tapis rouge parce que c'est sur un tapis rouge que je l'ai vu rayonner. CWK, votre journaliste VIP qui vient toujours avec des idées magnifiques, des idées qui forment vraiment, il est vraiment l'un des grands formateurs de l'opinion publique ici sur 237 Story. Bonsoir CWK. Bonsoir à toi, NBD, bonsoir à toute la grande communauté du 137 Story. C'est toujours un plaisir de répondre à l'invitation chaque fois qu'on est interpellé pour pouvoir venir donner son avis sur la multitude de sujets qu'il y a. Et on sait qu'au Cameroun, c'est difficile de passer une semaine sans avoir un buzz. Et aujourd'hui, on en a près de 4. Et c'est vrai que c'est l'occasion aussi de donner notre avis dessus, de dire ce que l'on pense, de croiser le verbe comme Olivier le disait. Donc, c'est l'occasion de dire bonsoir à Olivier. Bonsoir surtout à Joe qui fait son grand retour. C'est toujours un plaisir, en tout cas, d'être avec eux et de savoir que quelque part, on va pouvoir donner du répondant à en fait, à tous les Camerounais. Je voulais dire à la jeunesse camerounaise, mais je vais dire aux Camerounais en général à travers le monde entier. Et comme on le dit toujours, je crois qu'il y a quelqu'un qui aimait bien dire justice pour Martinez Chicharito. C'est l'occasion de lui faire aussi une fleur et d'espérer le voir à la prochaine, au prochain enregistrement. Bonsoir, NBD. Oui, oui. Oui, oui. Je pensais tout à l'heure à lui. Je lui souhaite vraiment de passer un merveilleux week-end. Il me manque présentement parce que sa voix et puis son répondant, vraiment, je pense quand même que Joe va vraiment combler le vide ce soir. Alors là, mes panélistes sont là ce soir. Il nous manque certainement Chicharito et HG, mais je sais quand même que malgré leur absence, ils sont ici, ils brillent hein, par leur présence, malgré leur absence. Ils sont toujours en train de nous écouter, ils reviennent toujours pour nous donner leur avis et tout. Alors aujourd'hui, je disais tantôt qu'on va on va commencer par les faits de société. Le podcast aujourd'hui ne va pas trop s'intéresser aux affaires politiques. C'est vrai que on va peut-être aborder dans l'actualité parce que l'actualité est un peu plus politique avec l'arrestation de Bruno Bidjan. Mais parlons de société ce soir. On commence par les faits de société. C'est un sujet qui touche vraiment la sociologie, mais en même temps aussi, c'est aussi en journalisme, c'est un fait de société. C'est une histoire, c'est quelque chose qui touche vraiment beaucoup à la vie de tous les jours, au quotidien des Camerounais tous les jours. Est-ce qu'au Cameroun, l'élévation sociale au Cameroun est une affaire de réseau ou de compétences? La question va tout droit vers Olivier ce soir. Merci NBD de m'avoir passé la parole. Oui. Je dirais tout simplement que je vais répondre déjà. Oui, euh, on a l'impression qu'au Cameroun, est quelqu'un. On est quelqu'un parce qu'on connaît quelqu'un. On est Mhm. quelqu'un parce qu'on a quelqu'un. On est, on ne, il n'y a pas,
il y a peu de personnes qui peuvent se bomber le torse, se prévaloir, dire que c'est peut-être, c'est par mes propres moyens que je suis arrivé. Quand bien même on est inscrit, quand bien même on a des diplômes, quand bien même on a toute la compétence nécessaire. On dirait que la méritocratie a foutu le camp et maintenant c'est le copinage, c'est le réseautage, c'est le lobbying. Il faudrait s'entourer des gens qu'on connaît, des gens qu'on peut manipuler et tout cela entraîne la société parce que dans la gestion dans la gestion, allô, vous m'entendez? Je suis On en train t'entend. Moi, je t'entends, du Ok. moins. OK. Dans la gestion sociale d'un pays, des populations, euh, c'est, c'est, ça crée un désordre qui est catastrophique parce que là, on ne pourra plus se servir de ces personnes qui peuvent apporter un plus par leurs compétences, par leur savoir-faire, parce qu'ils ont appris, parce qu'ils ont parce ils ont comment je peux dire, ils ont la méthode pour pouvoir façonner et faire grandir le pays tant industriellement que socialement. Maintenant, avec ce réseau de copinage, de lobbying, de fraternité, de familiarité qui ancre dans notre système de gestion de la société, Mhm. on assiste maintenant à une société décadente, vraiment, qui ne peut plus se réinventer, qui ne sait même plus se réinventer. Et c'est ce qui pousse le pays à sombrer, à rester 10 pas en arrière pendant que les autres font des pas en avant. Et c'est vraiment dommage pour un pays comme le Cameroun qui regorge de tellement de talents, de tellement de capacités et avec toutes les ressources nécessaires pour que le pays puisse briller de mille feux. Alors, je dirais que cela doit être revu. Et avec la corruption qui gangrène aussi le pays, vraiment, ça va dans tous les sens. Et nous ne faisons que subir en tant que Camerounais les frasques de tout cela parce que vous voyez, il y a l'augmentation du carburant, il y a l'augmentation de ceci, il y a l'augmentation de ceci. La vie va de mal en pis et tout devient cher. On ne peut plus, on suffoque carrément. Et je dirais au gouvernement de pouvoir donner la chance à ceux-là qui ont de la compétence, qui peuvent faire rayonner le pays, de prouver et de nous sortir de là. Donc, c'est vraiment dommage. Je n'ai pas les mots pour exprimer davantage, mais ma vision, c'est ça. Alors, est-ce que pour toi, CWK, l'école, le talent le talent ne sont pas les formes de mobilité sociale reconnues dans un pays comme le Cameroun? Quand je dis l'école, je parle des diplômes, je parle de la compétence, je parle aussi du talent dans le domaine culturel, sportif, euh, oui, culturel, sportif, artistique et tout ça. Est-ce que l'école, le talent ne sont pas des formes de mobilité sociale reconnues au Cameroun pour pouvoir être pris en compte? CW. Alors, Emily, tu fais bien de me Mhm. reprendre exactement là-bas pour la suite des idées d'Olivier. Oui. Pour la simple raison que au Cameroun, en tout cas, le Cameroun ne fait pas différemment des autres pays quand on parle au niveau de l'ascension sociale. Je réponds d'abord à ta question, peut-être en de rebondir en continuité sur ce que Olivier disait. On ne peut pas méconnaître à certaines personnes la force qu'ils ont en termes de mérite, de mérite. Par exemple, si vous voulez dire que les enfants, ce sont les fils d'eux qui sont au pouvoir, moi je dirais oui. C'est généralement, on ne vient pas au Cameroun, c'est compliqué, comme dans presque tous les pays, c'est compliqué de sortir de nulle part et de pouvoir s'installer. Vous prendrez le cas en Amérique avec la famille Kennedy, vous prendrez le cas avec la famille Bush, vous verrez que le père Bush a été aux affaires, et que les frères Kennedy ont été aux affaires, et c'est juste une continuité en fait. Maintenant, pour revenir au cas du Cameroun, vous verrez que
En termes de mérite, quelqu'un comme le professeur Oona, dont le père est mort récemment, il n'est pas, on l'a pas mis recteur, par exemple, à l'université au hasard. C'est parce qu'il a cette capacité intellectuelle que tout le monde peut reconnaître. C'est-à-dire quand son papa, papa Grégoire Ouna, paix à son âme, était aux affaires, on savait que celui-là, c'est un connaisseur. Et de la même manière, quand son fils commence à écrire ses premiers textes et qu'il devient docteur, on sait que justement, voilà quelqu'un qui a quelque chose à prouver. Mais malheureusement, au Cameroun, ce n'est pas tous les cas qui sont légion. C'est-à-dire, vous verrez un cas où quelqu'un est compétent et on prend son fils cherche à remplacer papa en tout cas, mais vous verrez aussi des cas où il y a des incompétences qui sont notoires, c'est-à-dire même le personnel d'une entreprise peut dire non, ici on sait que ce gars ne mérite même pas, il n'a même pas l'aura de son père, mais il est aux affaires simplement parce que son nom, en fait son père pas peut-être c'est son les petits jeux de pouce-pion a réussi à faire qu'il reste aux affaires. Maintenant, on ne peut pas dénier aussi, en tout cas refuser à quelqu'un le fait que son fils soit intelligent. Il y a une année à l'ENAM, l'École nationale d'administration de la magistrature, il y a eu un cas où on a dit qu'on va republier les résultats simplement parce que le fils d'un ministre, je pense, je sais plus s'il est encore en fonction, ce ministre, mais son fils était sorti premier et on a dit non, il y a eu tricherie, il y a eu placement, c'est pour ça que son fils est là, que les noms sont ici. On a fait une sorte, on a refait, on a republié les résultats et son fils était toujours premier. Pratiquement tous ses camarades à l'époque, quand on leur demandait mais pourquoi est-ce qu'il est premier, si c'est parce que son père est bien placé, on a dit non, il est super intelligent le gars. Ça veut dire que bien que il y a des gens que l'on place juste parce que c'est le fils de ou le frère d'eux et que ils ont peut-être cette fulgurance, ils ont cette manière de monter très vite dans les strates de l'administration. Malheureusement, ce n'est pas le cas pour tout le monde. Il y a des rescapés qui souffrent. Il y a des cas exceptionnels où on sait que là, il est vraiment là par le mérite. Donc, pour dire quelque part à la suite d'Olivier que il y a euh, cette manière de positionner les gens au Cameroun. Mais il y a une réalité qui est que le mérite n'est pas toujours la chose mise en avant. Vous verrez quelqu'un prendre son frère et le placer dans un bureau simplement parce que c'est son frère. Je ne veux pas aller dans le sens du tribalisme en disant c'est son frère du village, mais il veut dire parce que c'est son ami, parce que c'est une de ses connaissances. Mais ils oublient parfois que la personne que tu places, qui doit venir ouvrir un bureau à 9 heures pour que les Camerounais, par exemple, signent leur papier, lui, sachant qu'il n'a pas d'abord le mérite, il ne vient pas par passion, il est venu là parce on l'a poussé jusque-là. Il viendra simplement pour dire, OK, j'ai aussi un travail. Et le malheur, c'est que ce sont les Camerounais qui en pâtissent. Il y a des gens qui n'auront pas leur papier signé à temps. Il y a des gens qui viendront et seront refoulés simplement parce qu'on a dit que ce n'est pas encore l'heure. Ou bien ces gens qui viennent au bureau à 9 heures et qui à 12 heures sont déjà à la pause. Et après, quand ils reviennent à la pause, après ces 14 heures, c'est qu'il est déjà bientôt, c'est l'heure de rentrer. Donc, on ne peut plus travailler sur ton dossier. On connaît ces cas et ça existe toujours au Cameroun, malheureusement. Bon. C'est un peu ma première prise de parole par rapport à ce sujet-là, mais je pourrais, si tu le permets, Oui. élargir encore le champ des compétences. Je ne vais pas citer les noms pour ne pas heurter peut-être certaines familles, mais clairement, j'ai eu une époque des connaissances qui étaient du genre, on sait que papa est peut-être dans une loge, et je parle dans les loges Mhm. sectaires, il est peut-être dans une Mhm. loge, c'est où j'ai appris des noms, les Baby Lions par exemple, pour ceux qui sont du Lions Club, il y a encore Mhm. des noms pour ceux qui sont parfois dans les choses de Rosicrucian et tout. Ouais. C'est-à-dire, au niveau de chaque strate, le papa est déjà peut-être dans ces loges-là. Moi, je n'ai rien contre eux, c'est chacun qui gère sa vie comme il veut, mais quand il est Mhm. là-bas, ça veut dire que ses affaires sont impactées par ça aussi. Il a certains Mhm. marchés qu'il peut avoir parce qu'il est là-bas à travers ces gens. Maintenant, ces enfants qui sont peut-être dans les chambres mineures, les babies, vont également être pistonnés très tôt parce que une fois qu'ils sortiront, ils seront pistonnés très vite. Il y a des grandes écoles de formation où on sait pratiquement comment ça se passe. On sait que pour être là, tu dois avoir un mentor. Ton mentor est déjà quelque part et c'est ton mentor qui va te tenir la main pour que tu puisses accéder. Demandez un peu, par exemple, aux gens qui sont avocats, si c'est qu'on peut être avocat sans avoir un mentor, ils vous répondront non. Voilà pour ma Mhm. prise de parole, Mbedi.
Alors, quand je vous écoute, lorsque j'écoute Olivier, lorsque j'écoute CWK, j'ai l'impression que ils affirment que la société du Cameroun est divisée en strates ou en castes, comme en Inde, mais du genre pas de mobilité sociale, pas d'ascension sociale. Si tu es le fils d'un menuisier, malgré tes compétences scolaires, académiques, tu resteras fils, tu seras un menuisier. Si tu étais un maçon, et ton fils sera un maçon. Il ne pourra jamais avoir la possibilité d'être directeur, il ne pourra jamais la possibilité d'être ministre parce que les choses se jouent entre fils de ministre, c'est-à-dire pas de mobilité sociale. Est-ce que Joe est d'accord avec ces deux affirmations? Est-ce qu'au Cameroun, la société serait divisée en strates ou en castes? Au Cameroun, la société camerounaise, Joe. Je vais répondre en disant que toutes les sociétés sont castées, même Oui. celles les plus démocratiques, Mm, elles sont castées. Mais seulement mm, qu'au Cameroun, aujourd'hui, on a l'impression que l'ascenseur social est bloqué mm, à un certain niveau. Elle est bloquée mm. parce qu'on a l'impression qu'il y a un système qui cherche à se reproduire. Et quand il dit chercher à se reproduire, c'est à placer des gens dont on est sûr qu'ils ne pourraient pas nous poursuivre par la suite. Donc des ascendants, forcément, qui vont Ouais. perpétrer le même système. Donc, c'est pour cela Mm, que l'ascenseur est débloqué parce qu'il y a un climat de peur. Les gens vivent dans une peur. Ils ont peur ils ont peur de ce qui va se passer ouais. demain Ouais. si d'autres personnes qui n'ont aucun lien avec nous arrivent. Qu'est-ce qui va se passer? Et c'est pour ça qu'on cherche à perpétrer cela. Malheureusement, et ça bloque. Ça bloque même l'État, ne serait-ce que dans sa constitution, cherche à faire les choses. Quand on parle d'équilibre régional, on prend forcément toujours pas les meilleurs parce qu'on veut équilibrer les choses. Ça, c'est bien dans l'esprit, mais ça ne facilite pas aussi la méritocratie. Ouais. Mais aujourd'hui, on se rend compte que c'est les mêmes qui reviennent au pouvoir. Je vais prendre un exemple simple. Mon cas, moi, moi, j'ai fait le concours de la faculté de médecine en 2003. À l'époque, il y avait une seule faculté de médecine. Il en fallait 85, donc pratiquement 8 par départ, 8 par région. Et Ouais. dans 8 par région, il fallait, dans ma région, il en fallait un par département. Mm, J'étais assis à côté de l'enfant, voilà, du fils d'un ponte du régime qui était de ma région. Donc, j'ai compris que pour moi, j'avais pratiquement pas de chance. Quoi que je fasse des miracles, je n'aurais pas de chance à réussir ce concours. Et les résultats m'ont donné raison. Quand les résultats sont arrivés, il était le seul à pouvoir passer. Donc, c'est ainsi que les choses se sont passées. Aujourd'hui, mm, l'ascenseur était bloqué. Et c'est pire parce que c'est dans la chose publique. Dans le privé, on peut comprendre que quelqu'un puisse vouloir protéger ces choses en mettant son fils parce que c'est quelque chose qui lui appartient. Mais le Cameroun appartient à tous les Camerounais. On, on ne comprendrait pas que des gens puissent s'accaparer des choses pour eux. Il y a aussi des ouais. fils des pontes et des régimes qui méritent bien, qui sont super intelligents et qui doivent compétir avec tout le monde. En France, ici, j'ai travaillé avec le fils d'un ancien ministre, mais il était super intelligent. Je comprenais qu'il s'il revenait au Cameroun, il ferait des choses excellentes pour le Cameroun. Il y a des fils qui sont super intelligents parce qu'à la base aussi, ils ont tout pour réussir. Mais quand il y a des fils de pauvres qui se battent et qui n'ont que l'éducation pour pouvoir s'en sortir et qu'on leur enlève cela en bloquant l'ascenseur social, c'est des conditions, c'est des situations qui créent des conditions de crise des crises profondes et des crises à venir. Donc, aux jeunes, qu'est-ce qu'il faut dire aujourd'hui? Il faut leur dire, franchement, les jeunes, ne baissez pas les bras. C'est l'ascenseur est Ouais. bloqué, mais travaillez. Travaillez parce Ouais. que malgré ces blocus de l'ascenseur, il y a ceux qui passent par l'escalier qui arrivent quand même. Travaillez, Ouais. ne baissez pas les bras. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, il y a un Ouais. autre ton de discours qui se dit, voilà, les jeunes, ils baissent les bras, ils se disent que pour réussir au Cameroun, il faut forcément être dans la secte, il faut forcément être dans une loge, il faut forcément... Non, 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 c'est pas toujours vrai. Il y a des gens qui réussissent sans passer par cela. Il y a des gens qui réussissent, qui arrivent à forcer leur talent et réussir. Donc, ne baissez pas les bras. Travaillez, vous y arriverez. NVD, est-ce que je peux Travailler, ajouter à la suite oui, vas-y. de Joe, tel qu'il disait aux jeunes de ne pas baisser les bras. J'assiste à Promote 2024 Ouais. actuellement et c'est vraiment
il y a de la matière au Cameroun. C'est vraiment incroyable ce que moi, j'observe là-bas. Les jeunes Camerounais, avec leur résilience, comme on dit d'habitude ici, se sont réinventés. Ils ont compris Oui, finalement que tout le monde ne peut pas s'asseoir dans un bureau, la fonction publique. Je pense qu'on a 300 000 fonctionnaires au Cameroun, je pense. Ou c'est mhm, 300, ou c'est 300 000, ou bien c'est 30 quoi là, je ne sais pas, fonctionnaires au Cameroun. Ce n'est pas tout le monde. Nous sommes 27 millions et plus mhm. même. Et la majorité, c'est la jeunesse. J'ai vu des jeunes se réinventer, j'ai vu des jeunes créer des startups, j'ai vu des jeunes créer des micro-entreprises qui, avec des produits, moi j'ai fait le tour des stands, avec leurs produits, peuvent rivaliser avec des produits importés qu'on a Oui, ici. La concurrence, et je dirais que cela ne se fera pas seul, mais ça se fera avec l'accompagnement de l'État qui doit oui. permettre leur créer un environnement sain pour pouvoir écouler leurs produits, pour pouvoir faire découvrir leurs produits et vraiment stopper la concurrence déloyale liée à Déloyal. l'importation Et l'importation l'importation, oui. massive des produits. J'ai goûté, j'ai mangé des beignets faits à base de manioc. Je vous dis que c'est totalement, il n'y a pas de différence entre un beignet fait à base de blé ou bien et un beignet fait à base de manioc. Je J'ai goûté t'assure, Olivier, je te coupe pas, je t'assure que au niveau du Carrefour Mec, oui, au niveau du Carrefour Mec, il y a une nouvelle boulangerie qui fait tous ses produits, donc c'est-à-dire il fabrique tous leurs produits à base de la farine de manioc. Donc tout ce que vous voyez à l'intérieur, que ce soit croissant, beignet, pain, tout, c'est à base de la farine de manioc. C'est situé au Carrefour Mec en allant vers les boutiques qui vont vers Mokolo. Mais le truc, c'est que je suis sûre que lorsque cette boutique, cette boulangerie, pardon, lorsque cette boulangerie sera connue, l'offre sera inférieure à la demande lorsque la boulangerie sera connue parce que on ne produit pas à grande échelle au Cameroun. L'État devrait assister les entrepreneurs, les jeunes entrepreneurs camerounais dans leurs initiatives. Quand d'autres vont, quand il va former peut-être 10 personnes, comment est-ce qu'ils vont faire pour produire à grande échelle, pour pouvoir livrer la farine de maïs, la farine que de j'appelle manioc à tout le monde? un environnement favorable. Un environnement Oui, favorable. Parce que vraiment, les produits que j'ai vus à Promote cette année, oui. c'est de la, C'est de l'innovation. c'est de l'innovation. Les Camerounais sont pétris de talent. Moi, je dirais aux Oui, jeunes de ne pas abandonner, de continuer et de migrer dans ce secteur-là parce que c'est ce secteur qui va vraiment développer l'économie du pays. Ce n'est pas en oui. restant assis derrière un bureau qu'on développe l'économie du pays. Là-bas, c'est la gestion, c'est Mais l'administration Mhm. pure et simple. Olivier, pour dire dans le même sens que toi, hein, je doute fort que ces jeunes, comme tu le dis, que ce soit aussi facile. Il y a 2 ans de cela, avec le CIALI qui a eu lieu, c'est un peu le petit frère de Promote, hein. Des C'est promotes. le CIALI qui a eu lieu au Musée national où je présentais une émission qui s'appelait Jeunes entrepreneurs, où je suivais pratiquement des entrepreneurs dans tout ce qu'ils faisaient. Net après, on a eu la crise qui a eu lieu en Ukraine avec le manque de blé. Il y a eu plus d'une centaine de Camerounais qui proposaient des solutions pour sortir de la farine de la farine de blé. On De a eu la blé. farine de patate, on a eu la farine de manioc, on a eu, je pense, la farine d'igname même. Il y a eu presque tous les tubercules, il y a eu des propositions de farine et comment pouvoir les consommer. Mais je pense un peu fait à base de farine de patate était vendu à pratiquement 275 francs, à la différence de 125 qui était pour la farine de blé. Il y a des gens qui ont demandé simplement un accompagnement de l'État pour pouvoir non seulement ne plus avoir à travailler sur des machines manuelles, mais que ce soit mécanisé. Rien n'a été fait. Jusqu'aujourd'hui, je pense dans le Mbam, il y a une dame qui fait quelque chose qu'elle appelle les miondonini, c'est-à-dire elle fait des spaghettis, des pâtes en fait, des pâtes alimentaires à base de farine de manioc, de la même manière que vous mangez ce que vous appelez spaghettis, macaroni et tout, elle vous Oui. fait la même chose avec la farine de manioc. Je vais vous dire que son produit, jusqu'aujourd'hui, c'est elle fait, je ne sais pas si c'est que si malheureusement elle
pas, c'est-à-dire elle meurt, on aura la suite parce que elle fait tout d'elle-même, mais il n'y a pas de continuité. Cet appui de l'État là, c'est ce que l'on demande souvent. On va peut-être dire qu'on parle de l'ascension sociale et dire que on attend toujours de l'État, mais il y en a qui osent, comme Joe le disait tout à l'heure, on ne Il se y laisse en pas a faire qui en fait. osent, mais il On faudrait accepte de vraiment que prendre l'escalier pour arriver le jusqu'au sommet, ministère des mais petites et moyennes malheureusement, on oublie entreprises même l'escalier. apporte aussi Oui, leur coup de main. oui, ce n'est pas que le ministère n'apporte pas, mais il faut aussi savoir que dans un sac, il y a le bon grain, il y a l'ivraie. Quand, par exemple, le ministère des petites et moyennes entreprises, le ministère le Minader, ils viennent et que, par exemple, ils épaulent vraiment les jeunes parce qu'il y a toute une cellule au niveau du ministère de l'Agriculture qui offre des boutures de manioc, qui offre des semences de maïs gratuitement aux jeunes. Mais je vais vous dire qu'il y a un autre souci derrière. Parce qu'il y a eu des financements qui ont été demandés par des gens et maintenant, c'est où vous allez voir que l'ascension sociale au Cameroun justement un jour parce qu'il y a des gens qui viendront prendre ces financements et qui ne vont pas faire ce pourquoi ils ont destiné. Les gars vont te monter un super projet. Oui, je vais faire 15 hectares, 100 hectares peut-être de bananeraies. L'État va peut-être dire, OK, nous on est prêt à t'accompagner à hauteur de peut-être 100 millions et remboursable peut-être sur 10 ans. C'est-à-dire, le gars va prendre 100 millions. Déjà, vous ne verrez pas d'hectares, vous ne verrez pas de champs, vous ne verrez rien. Le gars va se lancer en bourse, le projet disparaît, il n'y a pas de suite. Et vous verrez que des gens qui ont cautionné et validé que ce financement soit décaissé sont des petits amis, sont des petits amis souvent. C'est-à-dire, c'est malheureusement ce genre de choses qui nous freinent. Moi, je dirais que chaque ministère, on en a une soixantaine. Et je ne sais même pas, où c'est même 100 ou bien c'est même combien, parce qu'il y a des ministres dans des ministres dans des ministres, je ne sais même plus. Mais il faudrait que chaque ministère reste, c'est-à-dire que fait une veille dans sa compétence. Sinon, ça ne marchera pas. Il y a des micro-projets. Moi, je connais que le ministère de la Jeunesse finance certains projets jeunes. Je connais que le ministère des Petites et Moyennes Entreprises finance certains projets. Alors, il faudrait que ces projets soient suivis du début jusqu'à la fin, que ce ne soit pas qu'on n'octroie pas de l'argent à ceux qui viennent aujourd'hui parce qu'il y a un placement. On vient te dire au quartier que, bon, là où tu es, tu vas venir. Moi, je vais t'introduire. Quand tu vas prendre ta part, tu vas me donner ma part et puis on va partir. Ça, c'est tuer l'investissement que l'État fait. Et au sein de ces ministères-là, donc, la machine administrative, c'est là-bas qu'il y a de la gangrène. Ce n'est même pas dans le bas de l'échelle sociale. C'est là-bas, à ce niveau que ça commence. Il faudrait que tous les Camerounais se mettent ensemble, que vraiment chaque ministère travaille et je vous assure que le Cameroun deviendra meilleur d'ici peu de temps. On ne nous donnera même pas 5 ans parce que les projets sont stockés, prêts à être ventilés comme ça là. Donc, il faudrait que chacun mette la main à la pâte et puis on va sortir de là. Ce n'est pas si difficile que ça. Regardez ce qui se passe au Burkina. Regarde ce qui se passe en Guinée. Même s'il faut dissoudre tous ces gens-là, qu'on le fasse. Et puis qu'on refasse de nouvelles personnes qui peuvent suivre des projets. On va entrer dans des sujets qui vont nous éloigner un peu Ils vont nous éloigner du sujet. De la question C'est principale. malheureusement la passion. À cause de la passion, le Cameroun, c'est un grand malade. Et quel que soit le bout par lequel on touche, on arrive à partir d'une pathologie vers une autre. C'est malheureusement ça. Et franchement, la question de l'ascenseur social qui est bloqué, et c'est au pouvoir public de donner la chance à tout le monde parce que l'un des premiers articles de la Constitution ou bien des droits de l'homme, c'est que nous naissons tous égaux. Donc, l'État Oui. devrait être le garant de cette égalité, donner sa chance à tout le monde. On nous a dit il faut aller à l'école pour pouvoir réussir. Des gens vont à l'école, il faut pas bloquer. Sinon, on est en train de détruire l'avenir de toute une nation. Si des jeunes aujourd'hui n'ont plus de repères, s'ils ne croient plus en cet ascenseur social, ils vont plus aller, ils vont plus étudier. Et c'est comme ça qu'on va laisser mourir une nation. Et quand on dit la jeunesse est le fait de lance de la nation, on va pas les empêcher de voyager. Le chef de l'État disait, le tout, ce n'est pas de partir. Oui, mais qu'est-ce qu'on fait pour empêcher ces jeunes de partir? C'est parce que l'ascenseur social est bloqué ils croient que l'herbe est verte ailleurs. C'est pour ça qu'ils vont croire que l'herbe est verte ailleurs, ils vont un peu partout. Donc, si
on ne veut pas que des jeunes partent. Une solution, c'est de leur donner leur chance sur place. Il faut leur donner la chance sur place et c'est comme ça qu'on va les éviter. On va éviter cette fuite de cerveau qui se fait chaque jour. On est en train de Mm. former. L'État forme des jeunes qui n'utilisent pas. Parce que tu formes des jeunes, tu leur donnes pas leur chance, mais ils vont aller développer d'autres pays ailleurs. Quand on voit dans Ouais. tous les secteurs au monde aujourd'hui, on retrouve des cerveaux camerounais. Pourquoi ils réussissent pas chez eux? Juste parce que l'ascenseur social est bloqué et qu'on leur donne pas leur chance. C'est ça. Ok. Je pense que dans Alors, cap sur la tour de Nsam, maintenant à Vision 4, qui a eu deux événements majeurs tout au long de cette semaine, dont la plus récente est l'arrestation de Bruno Bidjan, qui a été écroué hier soir à la prison centrale de Kondengui, et aussi Raoul Christophe Bia, journaliste reporter à Vision 4, qui s'est vu limogé dans les réseaux sociaux. Quelle analyse portes-tu sur les deux nouvelles congosistes de cette semaine? Je redonne le micro à Joe. Il y a un adage qui dit, qui tue pas l'épée, périra pas l'épée. On parle de paix. Et la façon dont on arrive au pouvoir, c'est aussi comme ça qu'on s'en va. Je me rappelle Oui. des reportages à charge de Raoul Christophe Mbia Mhm. sur des Camerounais, sur des choses, des reportages à charge et orientés, suivant la ligne éditoriale. Il a servi. Il a servi. Quand tu t'assois à la table du diable, il faut s'attendre à tout. Voilà. Quand il est entré à Vision 4, il a vu comment Ernest Obama a été débarqué, Jean-Jacques Zé a été débarqué. Il a vu comment ça s'est passé avec tant d'autres. Il ne pouvait qu'être prêt à ça, à ce que ça se passe comme ça avec lui. Mais maintenant, voilà, je suis pas, pour vous, vous allez être dans un devoir de confraternité peut-être pour le soutenir, mais moi, je trouve que voilà, comme on fait son lit, comme ça, on se couche. Quand on veut vraiment faire des choses bien, il faut les faire bien pour que demain on puisse se dire, on puisse dire ici, avec un balayeur de rue. Moi, je trouve qu'il a été très loin de la déontologie de son métier. Et maintenant, qu'on le débarque par des moyens qui ne sont pas réglo, oui, ce n'est qu'une cohérence. Mais voilà, je suis contre ça, je m'oppose à ça parce que toute injustice, où qu'elle soit, il faut la condamner. Il faut la condamner. On ne peut pas chercher à construire un Cameroun nouveau en applaudissant des choses comme ça, mais voilà, je condamne ça, mais j'ai dit quand il s'est jeté dans la gueule du loup, il savait avec qui il pactisait. Ok, d'accord. Vraiment, tu as raison. Je m'attendais déjà à cette réponse de ta part. Je m'attendais déjà à ce type de réponse. Est-ce que CWK vit avec toi? Bon, dit que je suis d'avis, c'est trop dit. Dit que je suis contre, ce sera aussi dit fort. Dit simplement que Et tu prends on un est en devoir train. de confraternité. Non, non, attention, dans cette affaire de confraternité-là, il y a des gens, il y a je le regrettais Ateba Yene, il est venu à Sianto un jour et je crois l'émission c'était Zapresse et il a fait rire toute la salle jusqu'aujourd'hui, il y a sa voix qui est restée dans le jingle de l'émission près de 20 ans après. Il disait ceci, je dirais, il y a des confrères et il dit, je vais mettre les traits d'union par peut-être entre con et frère. Là, vous allez comprendre ce que ça veut dire. Voilà. Donc, c'est pour dire que ce n'est pas parce on est dans le même endroit qu'on est forcément logé à la même enseigne. J'explique là pour parler d'abord du cas de Raoul Christophe Mbia. C'est un personnage sulfureux qui a, on va dire, sa manière de faire sur la toile. Et le malheur, c'est que beaucoup de personnes le suivent et diront c'est comme ça que le journalisme se pratique. Mais ce n'est pas la vérité. Il a cette aura-là que d'autres journalistes qui sont mieux dotés en termes de connaissances, en termes de sujets, n'auront pas. Vous verrez difficilement un journaliste qui parle peut-être de l'économie avoir cette aura. Vous verrez difficilement un journaliste qui parle peut-être des faits politiques avoir le même aura que lui. Donc, il a cette chance-là, on peut dire comme ça, d'avoir le public avec Il a bien lui. vu sa cible. Bon, mais son style, c'est pas, bon, c'est vrai, c'est la satire, mais cette Ouais. satire, à un moment, c'est plus du journalisme. Même dans la satire, le journalisme satirique a aussi ses règles, qui est quand même de la recherche de l'information.
Vous ne pouvez pas faire des reportages à gage et vous dites que vous faites du journalisme. C'est pas du journalisme. Quand vous allez dire, je ne suis ni de son camp, ni du camp de, je crois, Valsero et tous ceux avec qui ils ont souvent mal à partie, où il va faire un reportage sur Valsero et raconter des choses qui n'ont rien à voir avec le journalisme. Laissons même Valsero, on passe sur le cas, je pense, l'autre jour, Rémi Ngono, avec, c'est-à-dire, c'est de la satire, ça fait rire certains, et bizarrement, c'est ce que le public aime. Et je dis, mais On est dans une société de Congo-ça. attends, ce n'est pas le journalisme qui veut que ce gars vous sert. Vous n'avez aucun, on aura retenu plutôt que, au long de son papier, il a détruit l'image d'une personne. Et moi, je ne souhaite pas que quelqu'un fasse pareil chez lui parce que ce n'est pas parce qu'il va partir de Vision 4 que ça veut dire qu'on va le détruire de cette manière-là. D'ailleurs, sur les réseaux sociaux, j'ai tenu à dire toute ma compassion, ça fait toujours mal dans un pays où on n'a pas assez de travail. Est-ce que tu ne penses pas que ses reportages étaient dont il faisait de reportage, ce style de reportage parce qu'il était tenu sur la ligne éditoriale de son média? Non, ce n'est pas la ligne éditoriale de son média là-bas. La ligne éditoriale du média peut dire on écrit contre tel. Écrit contre quelqu'un, comme on dit souvent, même dans la boxe, on est adversaire, on n'est pas ennemi, on se respecte. Tu ne donnes pas de coups en dessous de la ceinture. Quand une journaliste de ce média-là est allée jusqu'à écrire un reportage sur un cadre du MSC en disant que sûrement sa femme le trompe même parce qu'il n'est pas mieux, il n'est pas bien loti au niveau de son entrejambe. Je vais dire ça comme ça de manière fleurie. Je vais en fait vous dire, vous voyez, c'est l'excès de zèle qui fait que ça ne devienne plus le métier. Tellement quelqu'un met du zèle pour dire un sujet qu'il aurait, tu peux dire simplement que le salir de tout, le journalisme, c'est ça aussi, être capable de dire du mal de l'autre sans forcément aller dans la boue. Mais quand vous allez dans la boue déjà, les gens vont vous attendre également en retour et malheureusement, c'est ce retour-là maintenant. Quand Bruno Bidjan, pardon, avant d'arriver sur Bruno Bidjan, quand Raoul Christophe Mbia passe sur la chaîne NCI, j'ai suivi son entretien avec les journalistes de NCI juste après qu'il a annoncé sa démission. Parce que, faut le dire, lui, il a dit qu'il a, sur sa page, il dit il démissionne, il quitte les choses avant que les choses ne le quittent parce que, vu l'envergure que les choses prennent, il apprend que comme quoi il était encore en Côte d'Ivoire, il apprend déjà comme quoi on l'aurait chassé de Vision 4. Il a demandé à sa hiérarchie de faire un démenti. La hiérarchie a fait comme s'il n'avait rien vu. Du coup, il a dit, OK, vu que vous n'avez pas dit un mot, ça veut dire que vous consentez à ce que le public est en train de dire et donc mieux je quitte avant que vous ne me disiez au revoir. Bon, sur NCI, il dit que ce serait parce qu'il a... NCI, c'est la nouvelle chaîne ivoirienne. Oui. C'est une chaîne, un média ivoirien très, très populaire aussi. Dans l'entretien, il dit quelque chose comme quoi on m'a retiré parce que j'ai fait un reportage avec, je crois que c'était avec Yves Dembélé en Côte d'Ivoire à la radio et il a fait un reportage aussi sur une chaîne ivoirienne où on a dit non, il dit que c'est parce qu'il a fait ça qu'on l'en veut. Franchement, c'est de l'amateurisme, c'est de la démagogie, c'est tout ce qui est répugnant dans ce métier de journalisme. Joe, c'est pour moi, ça mon problème. Pour moi, ce mec, il peut aller en Côte d'Ivoire travailler sans que ça ne dérange personne. Il est allé au Canada. Pour moi, il incarne tout ce qui est de mauvais dans le journalisme. Parce que pour moi, c'est justement, je dis, on n'a pas besoin d'être journaliste pour voir que ce qu'il fait n'est pas potable. En fait, il fait quelque chose qui est du genre, si ton patron n'aime pas telle personne, tu vas écrire un reportage à charge et à gage contre la personne. Le journalisme à gage, ça existe. C'est-à-dire, je sais que, par exemple, Eneo est en train de faire du sale au Cameroun en ces temps-ci, excusez-moi des termes un peu grossiers, mais qu'est-ce que je fais en tant que journaliste si c'est que je veux détruire Eneo? Je montre tout leur mauvais, donc je décris tout leur mauvais côté dans un papier. Ça ne veut pas dire que je vais aller dire, par exemple, que non, personnellement, je suis même sûr que les enfants du boss des Néo, ils ne sont pas bons à l'école parce qu'il y a coupure chez eux. Ça n'a rien à voir avec le professionnel. C'est-à-dire, je dépasse le cadre du travail en ce moment-là et j'attaque la personne. Oh, ce n'est pas la personne qu'il faut attaquer. Maintenant, s'il faut revenir sur le deuxième cas qui se passe à la Tour d'Ensemble pour reprendre tes mots NBD avec notamment Bidjan, c'est un cas particulier, je me dis, parce que il y a tellement d'affaires qui peuvent être autour de lui et je me dis qu'il est
un journaliste qui se retrouve net au milieu entre deux camps qui se déchirent au niveau des sphères du pouvoir. Et lui, il est peut-être, comme on dit, tu es au mauvais endroit, au mauvais moment, à un certain moment. Et il a eu le Mais malheur non, aussi. comme je le disais, CWK, quand tu t'assois à la table du diable, il faut attendre. Il faut attendre qu'on te serve, il faut attendre qu'on te serve des choses comme ça. Exactement, exactement. Parce que je vais dire, il est un peu passé entre les mailles du filet quand il y a eu le cas du journaliste d'Amplitude Martinez, FM, Martinez. Quand il est passé un peu entre les mailles du filet parce qu'au moment, on était presque sûr qu'on l'arrêterait avec le patron, avec son patron. Et il a fait une sortie où il disait clairement qu'il suivra son patron partout. Honnêtement, je ne vais pas vous mentir, je salue ce courage de dire bec et ongle devant tout le monde, défendre son patron. Ce sont des cas de fidélité qui sont très rares à trouver dans le domaine professionnel. C'est-à-dire trouver un employé qui est capable de prendre les balles, prendre les coups à la place de son patron. Mais maintenant, on a l'impression que son patron l'a aussi lâché. Si quelque part, on sait qu'il a les mains, les bras assez longs et qu'il aurait pu peut-être intervenir, Bruno Bidjan, intervenir d'où? bon, intervenir devant qui même en plus? Parce que Intervenir d'où? on ne sait Déjà pas d'où? clairement de quoi il est accusé On ne actuellement. sait pas. On sait Voilà, juste qu'il, est-ce que on c'est sait là, pas de quoi il est accusé. Voilà. C'est pour ça que je Il dis. a été jusque-là, accusé. Tu sais que la loi sur la communication sociale interdit aux journalistes de tenir des propos qui peuvent inciter à la rébellion. exactement. Il Mais Mais s'est beaucoup de, je suis insurgé d'accord contre avec la toi. vie chère, contre beaucoup de, l'augmentation il n'était pas du le prix seul. du Beaucoup de carburant. journalistes ont dit ça. Mais pourquoi C'est lui? vrai que j'ai l'impression après ça, il y a aussi une invitation, semble-t-il, hein, d'après certaines rumeurs sur les réseaux Il y sociaux, a beaucoup, une on ne sait pas invitation encore de quoi il du s'agit. président du PCRN aussi qui aurait pu déclencher tout, où il a tenu le même discours. Bon, c'est vrai qu'il ne faut pas, moi je suis d'accord, on incite, et nous le disons ici tous les jours à 237 stories, ça ne sert à rien. On n'incite pas les gens à dire, OK, comme le pays va mal, non, demain, allez casser les choses. Non, ce n'est pas ce qu'on dit. On dit simplement qu'on décrit les faits. C'est malheureux de penser qu'il y a des coupures et qu'on n'en parle pas. C'est malheureux de penser que le peuple meurt de faim et qu'on ne puisse pas dire que le peuple meurt de faim. Quand moi je dis, par exemple, je crois lors du dernier enregistrement, vendredi dernier, je disais, et on a un gros problème avec nous. Et à l'instant, je vous ai dit, ah tiens, il y a coupure justement à l'instant que je vous parle. Ça non, c'est un fait. Ce n'est pas comme si c'est que j'ai inventé. Mais maintenant, on ne va pas demander aux gens d'aller faire le désordre. Là, moi-même, je serais contre ceux qui le disent. Et j'ai toujours eu à le dire. Si quelqu'un vous dit un jour, allons faire le désordre, demandez-lui où est le minimum. Et le minimum pour faire une marche au Cameroun, c'est l'autorisation du préféré du chef de terre. Est-ce que le chef de terre vous a dit, OK, vous pouvez organiser une marche? Ce n'est pas comme si on interdisait les marches au Cameroun. Quand tu veux marcher, tu dis, monsieur le préfet, nous sommes mécontents contre Néo. Est-ce que vous autorisez que nous marchions de telle heure à telle heure? Moi, je m'appelle tel, voici ma scène, nous serons tel, tel, tel. Nous sommes les organisateurs et nous avons envie de marcher en silence pour dire que nous sommes contre le fait que Néo fasse cela. Si nous sommes dans une démocratie, je veux vous dire qu'il y a des cas qui ont été acceptés comme ça. C'est pas comme si c'est qu'on refuse, mais ne vous levez pas et allez faire le désordre, dire non, on va aller marcher, tout ça. Non, non, non. Ça ne se passe pas comme ça. Ça se passe pas comme ça dans une démocratie où on a des lois qui réglementent tout. Même si on va dire que parfois il y a des abus, mais on reste quand même, on fait l'effort de suivre ce que la loi dit. Et je pense que le malheur de Bruno, justement, comme tu le disais, Joe, c'est d'avoir été sur la même table pour dîner avec certaines personnes qui, dès que ça, enfin, on va dire, dès qu'ils sont salis, les éclaboussures, forcément, ça touche l'entourage. Ah ben oui. Alors, Olivier, merci, merci CWK, merci de nous avoir très bien éclairés sur le sujet. Alors, Olivier, pour toi, Raoul Christophe Mbia, limogé, Bruno Bidjang, écroué à la prison de Kondengi, tous ces deux journalistes vedettes de la dite chaîne Vision 4, je disais tantôt, voilà, toute cette actualité autour de ces deux journalistes de vedettes. Qu'est-ce que tu penses de ce qui se passe dans les locaux de Vision 4 Cameroun? NBD, c'est, euh, je pense que dans cette maison-là, depuis au moins des mois et des mois déjà, il y a beaucoup de tumulte là-bas, il y a beaucoup de grabuge. Euh, je vais juste interpeller les syndicats
les corps syndiqués et puis tout cela comme par exemple le SNJC, qui est le syndicat national des journalistes du Cameroun, qui est un syndicat assez puissant parce que c'est la voix du journalisme. C'est par là que tous les journalistes se sentent dans leur maison, malgré les différentes obédiences qu'ils ont entre différentes maisons comme les chaînes particulières. Bon, c'est là-bas. Et lorsqu'on est dans le SNJC, lorsqu'on est un journaliste, parce que je vais dire ça comme ça, lorsqu'on est un journaliste, on doit respecter ce qu'on appelle l'éthique et la déontologie du journalisme. C'est pas comme s'il n'y a pas une règle qui régit déjà Le métier. ce corps-là. Il y a une règle qui régit ce corps. Et c'est-à-dire qu'ils ont une association qui, donc, c'est-à-dire que même si tu es dans n'importe quelle maison, tu peux aller là-bas et puis on va te soutenir. C'est pas maintenant, on a l'impression que chaque journaliste joue pour comment il peut dire, sa filiation par maison où il Olivier, est. Olivier, excuse-moi de te couper, mais Ouais, ouais, vas-y, vas-y. quand on est un syndicat, on a des membres. Il faut déjà savoir si ces gens sont affiliés comme membres du syndicat, des journalistes. Une corporation ne défend que des membres d'abord. Et après, il faut aussi voir comment ces gens se sont comportés face au SNJC, face à l'autorité de régulation de la J'en venais, communication. j'en venais, Ils se j'en sont venais, toujours restés en rébellion face à cela. Maintenant, voilà. j'en venais, j'en venais, Dio, j'en venais. Comme tu m'as emboîté le pas, je dirais que je parlais du syndicat parce que c'est là-bas que tout journaliste peut plaider. Et j'ai déjà vu des cas où le FNJC a mis la pression et on a allégé les charges qui étaient sur un journaliste ou bien l'oppression qui était sur un journaliste. On l'a libéré comme ça. Il y a des journalistes ici que vous ne savez pas, mais ils sont entendus chaque fois, hein. Ils sont entendus chaque fois. Ils sont brutalisés chaque fois. Mais le SNJC, par leur voix, fait toujours en sorte que les problèmes ne deviennent pas grands. Et puis, bon, vous avez vu, ces gens-là se pensaient déjà tout puissants parce qu'ils étaient dans une puissante maison, la maison qui faisait les choux gras de la presse, la maison qui rayonnait. Alors, ils n'ont pas su qu'il y a ce qu'on appelle le pouvoir et il y a le bas peuple. Eux, ils sont encore du bas peuple, ils ne sont pas du pouvoir. Ces hommes d'affaires-là sont sont dans le pouvoir. Alors, on ne doit pas prendre, on doit pas prendre, on dit que le journalisme est les médias sont le quatrième pouvoir, sont le quatrième pouvoir. Alors, si toi qui es du quatrième pouvoir, toi tu pas ancré dans le pouvoir qui est la politique qu'on voit là, vous voyez, ça devient un problème. Et personne n'a sa place assurée ici. Lorsqu'on va lâcher ton patron en haut là-bas, tu vas voir qu'on va te lâcher aussi. Autant mieux rester soudé avec ta petite maison qui est le SNJC ici et pour pouvoir avoir la défense maintenant. Et CWK parlait des reportages à charge et à gage qu'ils ont fait. Moi, j'ai suivi beaucoup de reportages. C'est vrai, ça faisait vraiment rire, ça faisait vraiment faire ceci. Il animait la toile, il faisait ceci. Mais où est ça maintenant? Où est ça maintenant? C'est maintenant que ce n'est pas la toile qui va venir te sauver, c'est ton syndicat qui va venir te sauver. Je vois, j'ai vu certains journalistes, j'ai vu certains mots de journalistes qui n'ont pas, certains journalistes qui n'ont même pas levé le petit doigt parce qu'ils savent ce qui s'est passé. Ils n'ont pas soutenu d'autres quand il fallait les soutenir. Ils n'ont pas appuyé d'autres quand il fallait les appuyer. Alors maintenant, ils portent leurs problèmes seuls. Comme tu disais, Joe, qui arrive par... Dis-moi comment tu es arrivé, je te dirais comment tu es parti. Qui tue par l'épée, meurt par l'épée. Alors, je ne soutiens pas le fait que qu'on leur rende la monnaie de la pièce, mais je dirais qu'on doit leur montrer que on est une famille au SNJC, on est une famille et puis on peut se soutenir, montrer le bon exemple. Parlant maintenant venons-en maintenant à Bruno Bidian Ouais. qui est trouvé à la prison de Konengi. Ce cas est assez délicat. Moi, je pense qu'il est ancré dans un tourbillon que lui-même, il ne comprend plus.
il ne comprend plus rien dans ce qui lui arrive. Soit il comprend et il a été écroué, pas parce que il a fait la sortie sur le carburant et sur ces histoires. Et moi, je dis que ça, c'est vraiment, je n'ai jamais vu un Bruno Bidjan faire une sortie pareille. C'est louche, c'est clair louche. Soit il a fait cette sortie pour pouvoir ancrer et pouvoir faire un travail qui lui a été demandé. Bon, moi, je vois ça sous cet angle, hein. Moi, je ne vois pas comme s'il a fait un... Parce que beaucoup de personnes l'ont fait. Beaucoup de poussins l'ont fait. Pourquoi seulement lui? Je pense qu'il y a une main politique derrière et vous connaissez tous ces gens-là. Il y a une guerre maintenant qui se crame et entre des camps, on dit soit ceci, soit ceci. Bon, moi, je ne voudrais pas entrer là, mais je pense que je vais rappeler mes frères de rester dans la déontologie et l'éthique du journalisme comme il se doit Alors, et de merci. savoir comment Oui, danser. Olivier. Oui, Ah, j'ai fini. oui, merci Olivier. Merci Olivier. Tu nous as éclairé sur un certain nombre de choses que beaucoup de Camerounais ignoraient. Maintenant, on va ouvrir une autre page avec CWK maintenant. CWK et Neo demandent 18 milliards à l'État camerounais. L'équipe de 237 Story s'interroge. Alors, est-ce que c'est la raison des multiples délestages dans les villes du Cameroun? À ton avis, qu'est-ce qui se passe? Je veux dire simplement, NBD, que on arrive à un niveau où c'est un peu comme un enfant qui donne son argent à son parent chaque jour. Quand il y a un visiteur qui vient, on dit OK, prends 500, il donne. Quand il y en a, on dit prends 200, il donne. Et un jour, il dit aux parents, rembourse-moi un peu tout mon argent depuis. C'est exactement la situation dans laquelle le Cameroun se trouve avec Eneo. C'est-à-dire, Oui. Eneo, pour ne pas revenir à la Sonel et tout ça, est un peu comme cet enfant-là qui a grandi et qui a trop de dettes parce que on est d'accord que 18 milliards, ça ne s'est pas fait en un jour. Ce n'est Mm. pas comme si on s'est levé aujourd'hui, on a dit subitement 18 milliards. Et quand vous voyez même dans la répartition que Eneo fait de ces 18 milliards, pratiquement tout est du fait de l'État. Et je crois que j'en parlais déjà une fois. Pardon. C'est un fait que j'évoquais déjà une fois, le fait que Eneo ne prend pas l'argent au ministère comme c'est le cas dans les foyers. Ce qui fait que les ministères, même s'ils ont un budget qui est alloué pour la gestion de l'énergie, il y a le recouvrement qui n'est pas fait à temps. Et Eneo, malheureusement, reverse, s'il faut dire cela, reverse ses frustrations sur le peuple. Vous allez voir des gens dans les ministères qui vont venir faire brancher tout, les factures et tout. Oh, quand vous venez, par exemple, excusez-moi un peu si je suis décousu, j'ai une petite toux, mais je reviens. OK. Donc, comme je disais, quand, par exemple, vous êtes dans un ministère, il y a des gens, Oui. il y a des factures à payer. Les gens qui sont là ne payent pas ces factures-là. Ça ne veut pas dire que, par exemple, nous qui sommes les usagers, on n'a pas payé ce qu'on devait au ministère. Si tu viens pour signer un papier, tu payes. Mais dans ce que tu payes, il y a la TVA, il y a un peu de tout. Je pense qu'il y a normalement un montant qui devrait être alloué pour payer ces factures. Mais pourquoi est-ce que ce n'est pas payé dans à temps? Je pense que là est la grande question. Et maintenant, je crois que l'une des premières sociétés à devoir beaucoup également à l'État, c'est Camtel. Je vais juste faire le parallèle entre plusieurs sociétés qui pourraient arrêter de fonctionner juste parce que l'État ne paye pas. Camtel, par exemple, fournit et la connexion Internet et le réseau téléphonique à pratiquement tous les ministères. Mais jusqu'à ce jour, Camtel aussi, à son niveau, sait que c'est l'État camerounais qui est l'un des meilleurs clients qui ne paye pas. Et Neo, c'est pareil. L'État camerounais a beaucoup de dettes avec Eneo et ne paye pas. On est obligé de trouver des truchements, des jonglements pour pouvoir calmer Eneo à chaque fois. En fin d'année dernière, en décembre, Eneo avait eu un souci avec la Sonatrel, la Société nationale de transport de... Allô? Les gens à la Sonatrel qui sont chargés de faire quitter l'énergie.
depuis les différents barrages, transporter cette énergie-là. Et Eneo est juste l'agent régulateur. Et malheureusement, dans son travail d'agent régulateur, il a aussi des sous-traitants. Ceux qui refusent, par exemple, à un moment, on dit que les agents de l'Union sont intégrés, sont les sous-traitants. Un sous-traitant ne peut pas être qu'il vient faire des branchements. Lui, il est en charge des poteaux, l'autre en charge des fils, l'autre en charge des branchements. Et après plus de 3 ans de prestation, vous ne le payez pas. Ben, lui aussi, il faut qu'il paye ses employés. À un moment, il va plus tourner sur fonds propres, il sera obligé de s'arrêter. Et donc, les coupures seront normales. Donc, Sonatrach et Eneo ont eu un problème en fin d'année. Et Eneo signalait déjà depuis le 27 décembre que si les agents de l'État ne sont pas, que si l'État n'a pas payé, je crois que c'était même plus de 18 milliards à ce moment-là, je pense qu'on évoquait un montant autour de 25 milliards même, si à ce moment-là, Inéo disait que s'ils n'ont pas de paiement, les fêtes de fin d'année devaient se passer dans le noir parce que ça allait être compliqué de pouvoir satisfaire tout le monde. L'État a cherché un palliatif, ils se sont entendus avec Néo pour dire laissons au moins que les gens passent les fêtes et on verra comment gérer. Je pense que les petits milliards qui étaient au-dessus ont été remis à Néo afin qu'ils satisfassent d'abord les sous-traitants qui étaient là et que les sous-traitants se calment et continuent de travailler. Mais c'était un peu comme on dit, tu sais que tu utilises une ampoule de 2 000 francs et comme aujourd'hui tu n'as pas d'argent, comme solution alternative, tu utilises d'abord l'ampoule de 200 en attendant d'avoir encore 2000. Donc, on a utilisé cette solution-là pour calmer les agents de NEO, juste le temps que les fêtes de fin d'année passent. Les délestages actuels, il y a plusieurs raisons. C'est vrai qu'il y a des soucis techniques constamment du genre, on veut réparer les lignes, mais il y a clairement le fait qu'il y a des dettes à payer. Si tu ne payes pas tes sous-traitants, ce n'est pas Eneo qui vient faire les branchements, ce sont les sous-traitants. Eneo n'a pas la capacité de pouvoir être partout au Cameroun pour pouvoir gérer tous les problèmes d'énergie. Donc, il y a des sous-traitants dans chaque ville, dans chaque région, et ce sont ces sous-traitants-là maintenant qui font le travail et qui attendent leur salaire. Et le salaire qui leur est payé, ça ne peut pas être le salaire des ménages. Ça veut dire que une société comme la société de métallurgie du Cameroun qui fabrique les tôles, une société comme Simancam, qui sont voilà, les deux grands consommateurs d'énergie au niveau du Cameroun. Ces deux sociétés à elles seules ont des milliards à payer à Eneo, mais cet argent-là part où? Comment est-ce qu'on fait pour ne pas réussir à payer un agent qui est déjà travaillé? Donc, c'est autant de questions NBD que si on trouve une réponse, on aura aussi un début de solution pour que Eneo puisse être calme. Je doute fort que, même comme on dit, il y a la renationalisation qui serait en cours, c'est-à-dire l'État pourrait sortir de la privatisation qui est faite par les Anglais et permettre que l'on rachète encore les parts à Eneo et que ce soit encore une société camerounaise. Mais le malheur sera toujours là. Est-ce qu'on réussira à payer et les dettes ou bien à pouvoir tenir? Moi, je doute fort. Bon, la question que je m'en vais poser à Joe, c'est celle de savoir comment est-ce que fonctionnent les ministères au Cameroun. Est-ce qu'il n'y a pas peut-être une direction qui est chargée de payer les factures? Ou bien est-ce qu'il y a un montant fixe par mois? Je ne sais pas si c'est d'un montant que devrais parler. Il n'y a pas un budget pour le paiement des factures et peut-être les responsables s'asseyent dessus. Ils ne payent pas les factures pour mettre ce qui met les sociétés comme Eneo en difficulté. On ne sait pas comment ça fonctionne. Est-ce que dans tout le fonctionnement d'un ministère, il n'y a pas un service qui est chargé du paiement des factures, un peu comme ça fonctionne dans les ménages? Est-ce qu'il n'y a pas un service peut-être pour paiement Eneo? Est-ce qu'il n'y a pas un service pour paiement Kamwata? Est-ce qu'il n'y a pas un service pour paiement Internet, Wi-Fi, Camtel, tout? Est-ce que tu peux un peu savoir à ton niveau comment est-ce que cela fonctionne dans les ministères? Merci, Joe. Oui, normalement, en début de chaque année, on voit les ministres défiler à l'Assemblée nationale pour défendre leur budget. Oui. On les voit défiler à l'Assemblée nationale pour défendre leur budget, dans lequel Merci, Joe. il y a un budget Merci. il y a un budget de fonctionnement, il y a un budget on les distribue des bons de carburant. Mhm. Ils ont parfois au budget pour habiller des ministères. Ils font des conférences. On te dit, voilà, dans un ministère au Cameroun, comme c'est un pays de faux parfois, on te dit, voilà, ils créent des ministères qui ont des salles de conférences, mais qui ont des budgets alloués pour prendre des prestataires pour venir encore payer leurs salles de conférence à eux-mêmes. Donc, il y a des budgets pour tout.
C'est à quoi ça sert la direction des services généraux dans un ministère? Il y a ce qu'on appelle les services généraux qui doivent s'occuper Oui. du tout. Ils ont un budget. Mais je me demande Mhm. pourquoi on n'arrive pas à payer ce qu'on consomme? Pourquoi on Voilà. n'arrive pas à payer ce qu'on consomme? Dans un état de droit, on aurait mis sur place une commission d'enquête pour voir où va tout cet argent. Est-ce qu'il a été défalqué du ministère des Finances dans le budget de l'année? On arrive parfois avec des budgets qui ne sont pas consommés. L'État, c'est l'un des premiers créanciers au Cameroun. On voit au niveau des marchés publics. Peut-être il n'y a véritablement pas d'argent ou bien l'argent est mal utilisé, mais il faut qu'il y ait une commission qui éclaircisse clairement ce qui se passe. Parce qu'on a hérité d'Eneo qui était Sonel avant, qui était une société nationale. Et voilà, c'était de l'argent de l'État qui devait repartir à l'État. On a pris des mauvaises habitudes à ne pas payer l'État. Et aujourd'hui, on a l'État qu'on devrait payer. On a un privé qu'on devrait payer qu'on ne paye pas. Où va cet argent-là? Où va donc cet argent? Où va ces impôts des Camerounais? Où va ces... Bon. Est-ce qu'on a vu des ministres aujourd'hui arriver sans voiture dans leur carburant? Non, parce qu'ils savent bien mettre la priorité ailleurs. Quand il faut distribuer des bons de carburant partout, on les voit, mais quand il faut payer et meilleur un service qui est nécessaire, vous ne le payez pas, c'est pas normal. Mais Joe, même seulement pour acheter les nouvelles voitures, il n'y a pas de problème. On se rappelle Merci. Merci, Joe. en 2021, quand on voulait seulement renouveler le parc Pas automobile automobile. de certains ministères, mais il n'y a pas de Ils ont problème bien de quand on l'argent, renouvelle le ils ont bien parc. de l'argent à ce moment-là. Mais Oui, il n'y a pas de payez-le là. problème. C'est comme s'il y a un Il y a budget pas- prévu pour ce genre de Oui, gaspillage, mais à ce pour la moment, le budget nécessité, se on ne gère trouve pas. bien. Et on donne les marchés à des copains et des copines. On voit bien Exactement. comment ça se passe, on fait du copinage. Mais comme Eneo, c'est une facture brute qu'il faut payer, il ne faut pas passer par un marché public où il faut détourner de l'argent. Bon, on met ça de côté. On va privilégier aller acheter des ordinateurs à 5 millions pour venir fonctionner Voilà. avec l'énergie d'Eneo qui est gratuite. Mhm. Donc, Merci, Joe. quand Merci, il Joe. n'y a pas de pool, quand il n'y a pas d'intérêt, pas d'action. Avec Eneo, il n'y a pas d'intérêt. Donc, il n'y a pas d'action. S'il fallait que Eneo dise que je sous-traite par un marché public pour pouvoir livrer la lumière en prépayé au niveau de, des ministères, au niveau de l'État, on allait bien, à ce moment-là, trouver des moyens de mettre 36 milliards sur la table pour payer Eneo. On allait voir les budgets, 36 milliards pour Eneo. On voit bien que pour les crédits de communication qui ne sont pas chez Camtel, ils n'ont pas de crédit, ils n'ont pas de dette avec MTN ni Orange. Ils sont bien clean avec eux parce que c'était parfois des prépayés et c'est des services, c'est des Exactement. marchés. Mais comme c'est Camtel, c'est la maison, on en fait un problème. Il faut bien qu'on arrive un jour à régler ce problème-là. Et c'est Faudra parce qu'il n'y bien a pas, qu'un jour. Oui. il faudrait qu'on Oui, arrive à merci. régler ce problème parce qu'il n'y a pas, Mhm. il y a pas de, il y a pas de De niche de transparence et corruption. de traçabilité. Il n'y a pas de niche de corruption à ce moment-là. On ne fait pas d'action. OK. Alors, Olivier, est-ce que tu es d'accord du fait que, avec Joe, que il faudrait qu'on mette sur pied une commission d'enquête pour savoir comment les fonds alloués au paiement des factures Eneo se déroulent? Est-ce que tu es d'accord avec lui? Totalement d'accord, NBD, totalement d'accord avec Joe parce qu'il y a tout un service dans chaque ministère, dans chaque entreprise en fait. Il y a un service qui est chargé de toute cette partie-là, la gestion des affaires courantes, des affaires générales, le fonctionnement. Il ne doit jamais manquer de courant, il ne doit jamais manquer d'eau, les toilettes doivent toujours être propres, le ménage, ce qui est là. On a du mal à te suivre, Joe. Moi, en tout cas. Olivier, est-ce Non, que tu es Olivier, là? pardon, pas Joe. Un peu du mal à suivre Olivier ce soir. Un peu de mal à suivre Olivier ce soir. Mais j'ai Peut-être l'impression des problèmes qu'il y de- a la... Allô? Là, on Oui, Oui, m'entend? des j'entends que tu as problèmes quelque de chose connexion de d'intéressant ton à dire côté. là. Oui, d'accord. Je disais que, il y a des services qui sont chargés de cela. Et je pense que dans le bon fonctionnement, pour un bon fonctionnement, il faudrait qu'on s'acquitte de nos dettes, que ces maisons-là, ces ministères soient gérés comme les foyers ici. Parce que chaque ministère a une ligne.
Je pense que Néo devait prendre le taureau par les cornes et couper aussi les ministères comme on nous coupe aussi ici. Ce n'est pas seulement chez nous qu'on va couper. Il faudrait qu'on coupe et qu'on sache que le ministère tel n'a pas de courant. Là, on va savoir qu'ils n'ont pas payé le courant aussi. Est-ce que ce n'est pas ça? C'est ça. On va accumuler les dettes parce que c'est les... Je suis entièrement d'accord avec Olivier. Il ne faut pas être, Oui, oui. il faut pas être fort avec les faibles et faible avec les forts. Oui, c'est alors ça. qu'ils ont un budget. Allô? Oui, Olivier, du mal à Oui. t'entendre, des problèmes de réseau. Là, Aujourd'hui, bon, là, je suis bon. avec Amtel. Aujourd'hui, sans publicité, hein. Là, Bon, là, aujourd'hui, je suis avec... bon. Là, c'est bon déjà, vous m'entendez? Ok, vas-y, va au bout de ta pensée. Oui, je disais que chaque ministère a une ligne. Il faudrait qu'on gère, que Eneo gère les choses comme on gère nos foyers ici. Nous, on souffre ici, là, que à moindre reprise, on a déjà appuyé l'interrupteur, on t'a déjà coupé. Il faudrait que ces entités qui ne payent pas le courant, là, qu'on coupe, qu'il y ait aussi des avis de coupure dans des ministères. Et qu'on sache au vu aussi de tout le monde que le ministère n'a pas payé, parce qu'en début d'exercice, ils partent à l'Assemblée, comme Dieu le disait, et on vous verse tout votre argent pour le fonctionnement de l'année. On vous verse tout votre argent. Ce n'est pas comme si on n'a pas versé. Il y a un budget pour cela. Il y a des budgets qui arrivent en fin d'exercice qui ne sont pas utilisés. Il y a des milliards et des milliards qui restent dans des caisses. C'est pour être détourné, c'est pour être dilué ou bien c'est pour être quoi? Payer Néo. Parce que l'électricité qu'on consomme au Cameroun, c'est une électricité qui est produite à l'instant T. C'est-à-dire que lorsqu'on produit l'électricité, lorsque tu allumes ton ampoule, là, c'est l'énergie qui est produite à l'instant T dans un barrage. Alors, il faut l'entretien des lignes pour transporter cela. Il faut, comme CWK le disait, Eneo fonctionne, c'est l'une des entreprises au Cameroun qui fonctionne avec le plus grand nombre de sous-traitants. Tous ces agents que vous voyez là, c'est des sous-traitances. Et il y a aussi, bon, Eneo ne va pas aussi dire que les ménages qu'ils ménagent chaque fois ne payent pas leurs factures. Il faudrait aussi comprendre, il faudrait compenser. Moi, je pense qu'on devait agir au niveau de ces ministères, qu'on ne vienne pas nous imputer ce que l'État, le train de vie de l'État cause comme dégâts là-bas. Nous, on paye nos factures. Alors, qu'ils aillent couper dans les ministères. Non, on paye alors nos factures. Hein. On paye nos factures. Je ne te coupe pas, Olivier, parce que moi, j'ai eu un problème ici il y a 2 ans. On est venu me dire que mon compteur était un compteur, quoi, on disait, le motif c'était compteur fraude. Je vous assure, je ne savais pas de quoi il s'agissait. Hein, je vais entre guillemets, je suis une héritière. Vous savez, les héritiers héritent des actifs et des passifs. Donc, à la maison, je grandis, je sais que j'ai un compteur là. Après un jour, on vient me dire fraude, on me frappe une amende de 600 000. J'ai tout fait pour ne pas payer les 600 000. Il y a une agence de régulation d'électricité qu'on appelle Arcel. J'ai sollicité Arcel, mais c'est comme si Arcel était même en connivence avec les gars des Néo. Arcel faisait comme si c'était mes avocats pour que je ne paye pas, pour voir même dans quelle mesure on peut même diminuer ma dette. 600 000, c'était trop. D'ailleurs, que ce n'était même pas d'abord moi. Je voulais même changer de compteur, je n'ai pas pu. Je vous assure, on m'a sommé de payer ça en moins de, je crois, 6 mois. Il fallait d'abord verser 300 000. J'ai versé 300 000. J'ai continué à payer 50 000 francs en dehors de la facture Eneo qu'on venait me remettre chaque mois. Je devais payer 50 000. Et le jour que tu sautes, Eneo est là devant ta porte. Voilà, donc, parfois, quand on parle même des affaires d'Eneo, on ne devrait même pas parler d'eux. Ils devraient se défendre parce qu'ils ont tous les moyens pour perturber les ménages. Voilà la triste réalité. Alors, moi, je pense que le problème est à un autre niveau. Le problème est au niveau où il y a eu ce qu'on appelle la privatisation. Si c'était une entreprise nationale, on pouvait dire que toute entité publique utilise le courant gratuitement parce qu'on a la capacité de donner le courant gratuitement à toute entité publique et que chaque foyer paye on revoit à la baisse le taux du kilowattheure. Toi, tu parles de revoir à la baisse lorsqu'on est en train d'augmenter le prix du kilowatt. Non, moi, je dis que on peut résoudre ce problème de la sorte. On renationalise notre société d'électricité et c'est-à-dire
on et on dit que, bon, l'État qui doit 18 milliards, les centaines de milliards à NEO là, et que nous, on subit là. Mais l'État peut facilement éponger cette dette et comme eux, ils veulent utiliser le courant, et alors qu'ils ont des budgets des milliards, ils veulent utiliser le courant sans payer et que ça impacte sur nous. Bon, qui nationalise et qui disent que maintenant toute entité publique utilise le courant gratuitement. Ministère tel, courant gratuit, ministère tel, courant gratuit. Ils savent comment ils gèrent leurs choses là-bas. Mais qu'on laisse notre petit poisson qu'on a mis au frigo de rester pédé pendant le marché Nourrir d'une les semaine. enfants. Nourrir les enfants et que tout ne pourrisse pas au frigo. C'est la Oui. seule chose que moi je peux dire là. C'est vraiment, ça, c'est un problème qui me fait vraiment rire parce que je ne sais pas. C'est eux qui mangent l'argent et c'est eux qui doivent encore l'argent à Eneo. Moi, je ne comprends plus à la fin. Non, c'est eux qui. Attends, c'est eux qui mangent l'argent. C'est eux qui n'ont même pas. Parce que dans les ministères, c'est rare de trouver qu'un ministère n'a pas d'énergie. Hein. Lorsqu'on coupe, je sais pas si ce que j'affirme là est vrai. Parce que même dans les hôpitaux, parfois tu arrives dans un hôpital, on te dit qu'il n'y a pas la lumière. Hein. Je dis, hein, on ne coupe pas d'un ministère. On peut couper à l'hôpital, qui est un bien même de première nécessité, mais on ne coupe pas au ministère. Au ministère, je ne sais pas s'il n'y a pas la lumière. Est-ce que l'ascenseur ne fonctionne pas parce qu'on a coupé le courant? Bon, c'est peut-être une question qui va rester en suspens. Entre-temps, on va continuer avec le fait de société qui s'est déroulé à Douala, la semaine de... Quelqu'un a la parole? Allô? Non, OK. On va continuer avec le fait de société qui s'est déroulé à Douala il y a une semaine. Il s'agit d'une femme qui a renoncé à l'âge de 6 mois à son fils malgré les supplications de son ex, dont elle était en couple avec un homme. Ils ont eu un enfant et ils ont eu un problème de couple comme ça se passe souvent d'habitude. Le problème a abouti à une séparation. La femme dit qu'elle part, laissant son enfant. On a souvent l'habitude de voir des femmes qui se séparent des hommes, mais qui préfèrent aller souffrir avec l'enfant. Mais ici, nous sommes en présence d'une femme qui malgré tout l'amour qu'on peut imaginer que porte une femme pour son enfant, a décidé de laisser l'enfant entre les mains de son père. L'enfant a grandi. Il a aujourd'hui, je pense, 6 ans ou plus, je ne sais pas. J'oublie vraiment l'âge qu'on a donné. Malgré les supplications, donc elle partait, mais son compagnon la suppliait, elle a préféré partir. Malgré que l'enfant ait grandi maintenant, le compagnon continue toujours à la supplier de revenir. L'enfant a besoin de sa mère. La mère dit niet. La mère dit non, je ne reviens pas. Je reviens à une seule condition. Épouse-moi, dote-moi, je reviens à la maison. Le gars dit non, je peux pas t'épouser. C'est pas une histoire d'amour. Notre fils a besoin de sa mère. Notre fils a besoin que tu prennes soin de lui et tout et tout. La mère dit que si tu veux que je voie notre enfant, je veux que tu m'épouses, je veux que tu me dotes. Je vais parler, heureusement que je suis ici avec des hommes mariés, je pense. Je vais passer le micro à Joe pour qu'il essaie un peu d'analyser le comportement de cette femme. C'est un fait de société qui fait rire et qui prouve parfois à quel point certaines personnes ont perdu le sens de l'essentiel. Oui. Je crois que c'est un comportement purement égoïste de la maman. C'est purement égoïste. Elle pense qu'à elle, pas qu'à l'enfant. Et ça prouve parfois aujourd'hui combien de fois des femmes utilisent des enfants pour leur propre intérêt à elles. Dommage, hein. Quand on choisit l'enfant, il n'a rien demandé, il n'a pas demandé à naître. Quand on choisit de faire des bêtises, quand on choisit de faire des erreurs, si par hasard un enfant survient, on est dans l'obligation de l'accompagner. On est dans l'obligation de l'accompagner. Le plus important, c'est le bonheur et l'équilibre de l'enfant. De l'enfant. Ouais, la maman qui exige cela, ça prouve à quel point elle est désespérée. Elle est désespérée, elle croit même pas en elle. Oui. Sa vie ne tourne qu'autour du possible père de l'enfant. Elle peut être épanouie dans autre chose. Elle peut être épanouie avec quelqu'un d'autre. Et être épanouie et ramener du bonheur à son enfant. C'est une femme qui est complètement désespérée. Je pense pas que son enfant a besoin d'elle. Honnêtement, une femme qui fait ça, pour que son enfant n'a véritablement pas besoin d'elle. Parce que qu'est-ce qu'elle peut apporter à l'enfant?
Elle ne peut rien apporter à cet enfant. Quelle éducation elle va donner à cet enfant quand elle-même elle pense comme ça? Franchement, moi, le monsieur, j'expliquerai la vérité à l'enfant. Je dirais à l'enfant, voilà, ta maman, elle n'a pas voulu venir et Mhm. voilà, on a fait une équipe depuis 13 ans. On va continuer dans cette lancée-là. Ouais. D'accord. Merci, merci. Merci pour ton intervention là. CW, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que, quelle conclusion tu peux tirer de cette histoire? Bon, on dit tout simplement que c'est souvent triste de voir qu'un couple se sépare, mais c'est encore plus triste de voir quand c'est une maman qui fait ça. On appelle généralement ça le déni, même le déni. Il y a ceux-là qui commencent par le déni de grossesse, mais là, c'est le déni de maternité parce que renier son enfant à 6 mois, peu importe ce que le papa a fait. Peu importe ce qu'il a fait, généralement, on a cette impression que c'est la maman, du fait d'avoir porté l'enfant dans ses entrailles pendant 9 mois, qui aura généralement un meilleur attachement. Mais cet attachement-là, elle a perdu depuis 6 mois. Une fois que l'enfant est venu, on sent qu'il y avait des gros problèmes sûrement avec le paternel. Et bien qu'il ait essayé peut-être de rattraper le coup, elle maintenant elle pose des conditions. Et si elle pose des conditions-là, vous verrez que l'histoire plus loin que peut-être on ne dit pas pour ce qui est du papa, c'est que ce gars a peut-être blessé la fille à un niveau que vous n'imaginez pas. Et donc, dans son fort intérieur, elle dit, OK, soit le gars va me faire directement la demande en mariage, et là, je suis sûr au moins que j'aurai quelque chose pour moi. C'est de trouver quelqu'un qui t'a blessé. Tu cherches pas à revenir. Il faut être Justement, il faut être sadique, il faut aimer la douleur. Quelqu'un qui t'a blessé, à tu ça. cherches plutôt à t'en débarrasser. Justement, quand quelque chose te fait mal, justement, tu fais tout pour ne plus aller par là. Donc, si justement, elle a pu revenir elle pense revenir sur ses pas, ça veut dire qu'elle a au moins quelque part, elle s'est dit, OK, ça ira. Peut-être qu'il est encore acceptable, mais son exigence aussi est un peu de trop. Je ne pense pas qu'il faille absolument aller au niveau du mariage pour reconnaître son enfant. C'est après tout, c'est ton enfant. Soit C'est tu le aussi un reconnais, problème soit tu... d'éducation de la jeune fille chez nous. C'est un problème d'éducation de la jeune fille. Il faut apprendre aux filles la dignité. Il faut apprendre à la jeune fille la fierté. Qu'elle soit fière d'elle, qu'elle ait une certaine fierté, qu'elle ait une certaine dignité. Et pour cela, il faut qu'elle ait une certaine indépendance aussi. Tu trouves, tu fouilles bien, tu vas voir que cette fille, elle ne fait rien d'autre qui la rende joyeuse, qui la rende indépendante et qui la rende digne. Elle est obligée de courir après des choses comme ça, à courir derrière un mariage, comme si le mariage était, comme on dit souvent, la fin en soi, quoi. Donc, je trouve qu'il faut qu'on repense l'éducation de nos jeunes filles et qu'on leur apprenne la fierté, la dignité et l'amour propre. Je partage ton avis entièrement. Olivier. Olivier, tu es celui qui n'a pas encore donné son avis. Tu as écouté la petite histoire. Je t'écoute maintenant. 237 Story t'écoute. Allô, on m'entend bien là? Oui, On tu es m'entend bien bien? entendu. 5 Très sur bien, 5, très je te bien. reçois. Parce que ce que je vais dire, parce que ce que je vais dire sera un peu totalement à l'opposé de ce que mes prédécesseurs, pardon, j'ai un chat dans la gorge, mes prédécesseurs ont dit. Vous savez, moi, comme on dit souvent, je tape souvent sec, hein. Bon, je vais poser une question. Je ne sais pas. Moi, je trouve que cette femme, elle a été très bonne, hein. Ça vous étonne peut-être que je dise ça. Elle a été très bonne. Parce que souvent, du genre, quand un couple ne s'entend plus, la fille part avec l'enfant et on refuse que celui-ci voit encore son enfant, on a laissé le papa avec l'enfant, non? Je pense que ce problème, la femme ne fait que réclamer. C'est un joueur. C'est un joueur. Pourquoi il ne veut pas épouser la femme? Épouse pour qu'elle épouse, donne-lui l'enfant et elle part vivre sa vie. Et toi, tu vas voir ton enfant quand tu veux voir. Elle va venir faire quoi? Rester avec toi? Je pense que le but pour un couple, c'est le mariage. Il faudrait qu'on arrive au mariage en finalité. Alors, si elle réclame le mariage, c'est là qu'elle a tout réclamé. Lui, il veut jouer quoi? Depuis des années, il ne fait que l'enfant a grandi combien d'années? Il veut qu'elle vienne faire quoi dans sa maison s'il ne veut pas l'épouser? Alors qu'il la laisse, qu'il lui remette son enfant
Pas qu'il salisse la mère disant que ta mère a refusé ou bien quoi que ce soit. Non. Si elle vient dans ta maison, monsieur, c'est pour que tu l'épouses et pour que tu fasses d'elle ta femme. C'est aussi simple que ça. Donc, ce monsieur, il a complètement tort. Moi, je pense que la femme aurait même dû partir avec l'enfant dès le départ et il aurait pleuré que non, elle est partie avec l'enfant. Mais maintenant qu'elle t'a laissé avec l'enfant, tu l'appelles à la maison. Tu l'appelles pour venir faire quoi? Être ta ménagère ou bien être quoi? Appelle-la, épouse-la, fais d'elle ta femme. Alors, vous fondez une famille avec l'enfant. Tout le monde sera gagnant. Elle n'est pas venue là pour tes beaux yeux ou bien quoi que ce soit. Qu'il arrête de raconter les histoires. Cette histoire même a dormi debout d'abord. Bon, c'est ça, c'est mon intervention. Hein. Ton intervention me laisse sans voix. Je ne sais pas quel commentaire je peux ajouter là, mais tout ce que je peux dire, c'est que les enfants n'ont rien demandé. Cette femme a quitté la maison de ce monsieur, habitant à 200 du quartier du monsieur, parce que je me souviens, c'était ça qui était écrit sur l'article. Elle habitait à 200 francs du domicile du monsieur, mais pendant toutes ces années, elle n'a jamais, elle n'est jamais allée voir son enfant. Son enfant, je ne sais pas, l'absence du père c'est-à-dire, on peut encore tolérer l'absence d'un père, mais tolérer l'absence, c'est-à-dire l'absence d'une mère se ressent dans la vie d'un enfant. La mère, c'est NBD, la ce monsieur ne dit douceur, pas tout. la mère, c'est tout ce que vous pouvez imaginer. C'est la mère Ce qui monsieur ne apporte dit souvent pas tout. Il a un peut-être, soupçon il a d'humanité interdit à en un cet homme de enfant venir voir mal. cet enfant. Pardon? Moi, je dis que cet homme a interdit à cette femme de venir voir l'enfant. Une maman ne peut pas faire, même si elle est assez monstrueuse, elle ne peut pas être à 200 francs et ne pas venir voir son enfant, non. Je pense qu'il Je a donné t'assure des que je ne conditions à la voudrais pas femme. parler des affaires personnelles des gens Olivier, ici. Moi, Olivier, j'ai des personnes très Olivier, proches qui ont donc qui ont laissé leurs enfants, pas un enfant, mais deux enfants chez l'homme. Hein. Jusqu'aujourd'hui, tu laisses tes enfants peut-être à l'âge de 2 et peut-être 2 et 3 ans. Aujourd'hui, ces enfants sont au collège. La mère n'est jamais passée. Hein. Olivier, ce que tu dis, franchement, ça n'a pas de base. On t'a interdit de venir voir ton enfant pendant des années? On te tend la perche une fois qu'il faut venir les voir, tu exiges des conditions. Tu dis que tu donnes des conditions. Des conditions. Est-ce que tu t'entends parler, Olivier? Ce que tu essaies de justifier, c'est peut-être dans d'autres cas, mais dans le cas d'espèce, on t'a bien dit qu'on a tendu une perche à la dame. Elle a dit, je veux le mariage d'abord. Ça veut dire que peut-être c'est le mariage qui les a séparés à la base et que pendant 13 ans, elle a toujours exigé que l'homme vienne d'abord la doter avant qu'elle ne revienne voir l'enfant. Donc, C'est terrible, hein? Olivier, tu me En fais tout cas, peur, hein? moi, Tu me fais peur, hein, Olivier? Olivier est d'abord parti, mais je Mais c'est disais que sa manière de pendant penser, c'est tout. Non, quand deux adultes consentants décident d'avoir un rapport sexuel non protégé, ils non. savent déjà à quelles conséquences s'attendre. Tu peux Moi, attendre, un enfant peut venir, et dès que l'enfant vient, prenez vos responsabilités. Parce que moi, l'enfant n'a rien demandé. je veux poser une question. Parce que je suis très d'accord avec Joe. Cette femme, si on va fouiller, si on va regarder de fond en comble, c'est une femme qui n'a pas d'activité, c'est une femme qui n'est même pas d'abord épanouie elle-même et qui trouve son épanouissement seulement avec l'homme et dans le mariage. C'est dans le mariage, et je vous assure que si tout le monde, ça dit, si, je voudrais dire que si les hommes décident de quitter les femmes aujourd'hui, on va voir beaucoup de femmes au chômage. Parce que quand je dis chômage, beaucoup de femmes sont en couple. C'est comme si être en couple, c'était le travail. NBD. Oui. Ce truc passe encore par un management. Cet homme n'a pas été, il n'est pas intelligent, il n'est pas sage. Il peut appeler cette fille et lui dire que voilà, on peut programmer les choses telle date, ou bien faisons un programme. Tu veux qu'il mente? Tu veux qu'il mente? Pour que la femme reparte encore et pour que la femme se sente encore doublement mal. Écoute bien ma logique. C'est pas un mensonge. C'est pas un mensonge. Il n'a pas à mentir. Et qu'il fasse des prévisions ensemble. Il peut appeler sa femme. C'est celle quand même qui a fait un enfant avec toi. Tu es à même de la convaincre, de lui dire que bon,
S'il te plaît, chérie, là où nous sommes, marions-nous peut-être dans 5 ans. Et dans 5 ans, on travaille ensemble. On construit une famille pour le bien de notre fils. Mais je pense que celui-là, il a refusé carrément. Parce que si tu vois cette femme insister sur le mariage, je ne connais pas le fond du problème, mais je sais quand même que cet homme a fauté quelque part. Pourquoi elle est partie? Et pourquoi elle revient encore sur cette histoire de mariage? Ça veut dire Une femme après 13 années qu'elle de a sa bien vie envie de qui revenir. insiste, qui insiste sur un homme, qui insiste sur le père de son enfant depuis 13 ans aujourd'hui, ça veut dire que c'est une femme qui n'est pas épanouie. C'est une femme qui n'est pas épanouie et qui ne peut rien Bon, apporter à cet moi, homme. je pose la Elle est question. partie, ça fait Donc, 13 dire ans. qu'il ne veut En donc pas 13 ans, elle n'a épouser. pas rencontré le mariage sur son chemin. Il C'est ne un veut pas problème, c'est épouser quelqu'un. problématique. Bon, il ne veut pas épouser. Je lui Alors, Olivier rencontre des problèmes de réseau et sur ce, nous allons en profiter pour pour arrêter notre podcast. Aujourd'hui, nous avons parlé de sujets de société, d'actualité, de divers en société. On a parlé d'élévation sociale au Cameroun. On s'est posé la question de savoir si c'est une affaire de réseau ou de compétences. Le trio de notre panel a convenu à l'unanimité que vraiment au Cameroun, c'est difficile, c'est une affaire de quelqu'un. On est quelqu'un derrière quelqu'un. Voilà, tout Camerounais se connaît déjà dans cette phrase. En actualité, on a parlé de Raoul Christophe Mbia et de Bruno Bidjan, écroué hier. Raoul Christophe Mbia limogé cette semaine, je pense, c'était mercredi passé qu'il s'est vu limogé dans les réseaux sociaux. Il s'est expliqué à la NCI et la conclusion que l'équipe de 236 Story a pu donner face à cette situation, c'était que qui tue par l'épée meurt par l'épée. Eneo demande 18 milliards à l'État du Cameroun. Est-ce que ce sont les raisons même des multiples délestages dans nos villes? Oui, bien évidemment, c'est cela. On a convenu tous que l'État devra vraiment payer ses dettes et mettre sur pied un processus, une commission d'enquête pour essayer de voir et remodifier les moyens de paiement des factures Eneo dans les ministères. Fait divers, Douala, une femme renonce à son fils depuis l'âge de 6 mois, malgré les supplications de son ex. Le géniteur lui demande de revenir de revenir prendre soin de son enfant. 13 ans plus tard, la femme met une condition, celle du mariage et de la dot avant de revenir. Chose que Joe et CW n'ont pas accepté, mais que Olivier a soutenu mordicus. Alors, c'était sur ce thème c'est sur ce thème que se termine notre podcast d'aujourd'hui. On vous souhaite un agréable week-end et consommez sans modération les podcasts de 236 Story. Il y a aussi pour vous, toujours, tous les jours, tous les matins, tous les soirs pour vous, la presse en ligne de 236 Story, des articles intéressants avec des photos d'illustration sur l'actualité camerounaise et parfois nous dépassons aussi les frontières du 237. Il y a aussi, comment on appelle ça, la revue de presse qui vous est toujours offerte sur notre site internet 237story.net. Tous les matins sur notre page Facebook 237 Story. Vous êtes tous les jours nombreux à vous abonner à cette page, à liker, à commenter nos commentaires. Ça nous voit droit au cœur de vous voir aussi nombreux. La chaîne, le site monte aussi en puissance. Continuez toujours à rester scotché sur notre page et sur toutes nos plateformes. Merci, au revoir et agréable semaine. Au revoir. Au revoir. Au revoir, à bientôt. Bye bye. Bye bye.